aussi bien utiliser un socket FM40 qui permet de changer facilement les puces pour que vous puissiez tester plusieurs puces facilement, au lieu de faire des mesures sous pointe. Bon, demain, je vous présente le résultat, le premier puce. On compare les mesures quadriales. La première chose qu'on fait, c'est la fréquence d'oscillation. Vous regardez bien en bleu, c'est mesurer qu'on peut mesurer des oscillations jusqu'à 0,6 GHz, ce qui est suffisant pour couvrir la plage ciblée de 3,26 GHz. Donc, l'émetteur est capable de couvrir la bande visée. Maintenant, je vous présente deux graphes. C'est la signaux de sortie du VCA en fonction de la fréquence d'oscillation et du signal appliqué à la transistor de gain du VCA. Pour le graphe à gauche, on a que la dynamique de sortie devient plus faible quand on monte de fréquence, et surtout que la tension de sortie du celui mesuré est plus faible par rapport au LS. Pour le graphe à droite, vous regardez bien qu'il y a un comportement linéaire, surtout dans la plage 0,2 et 0,5, c'est la plage exploitée par la WG. Et il faut linéariser le coefficient de VCA. Et pourquoi on souhaite bien faire l'inversion, c'est qu'il fait correspondre à l'enveloppe mesurée en sortie à l'enveloppe souhaitée. Si on souhaite générer une enveloppe symétrique, il veut bien qu'on puisse faire cette linéarisation. Et la solution pour faire cette linéarisation, c'est de mettre en œuvre un presse torsion de signaux qui est fourni par le WG. Et pour ça, je vous propose ce schéma-là. On va mettre un presse torsion avant le WG. Et pour faire construire cette torsion, on fait l'interpolation non linéaire de la fonction réciproque du VCA. Donc on a à la fin, si on combine le presse torteur avec le VCA, on a un comportement qui est plutôt linéaire. C'est que ça c'est peut être satisfait. Donc vous voyez bien qu'on a la génération des impulsions de l'ordre symétrique. Je vous présente deux exemples, des impulsions qui sont dissymétriques. Celui à gauche, c'est un enveloppe triangulaire, et celui à droite doit être un enveloppe trapezoïdale symétrique. Si vous regardez bien ce graphe en bas, qui présente tous les canaux et 15 avec un ruban plus haut, vous regardez bien que cet émetteur est capable de tracer tous les canaux standardisés de la largeur de 700 mégas, avec une injection mesurée maximum de 31,1 dB, avec une source d'énergie de 197 à 325 picojoules par impulsion. Pour l'impulsion consommée, on a une consommation en veille, c'est quand on laisse tout le temps le circuit de 30,2 microwatts. Et pour une fréquence pétition d'impulsion de 10 mégas, on a une consommation de 16 à 29 milliwatts. Maintenant, si on passe des canaux plus larges, je vous présente de nouveau deux exemples d'impulsion dissymétrique. Et si vous regardez bien, il y a 4 canaux et l'émetteur est généré des impulsions qui rentrent bien dans les 4 canaux plus larges. Donc, l'émetteur est capable de couvrir tous les canaux des standards 15.4 et 15.6. Et pour le canal plus large, on a une meilleure injection de 26 dB environ. Et la consommation d'énergie de 190 à 313 litres par fonction. Et la consommation pour un PF de 10 mégas entre 17 et 28 milliwatts. Maintenant, je vous propose le tableau tabular avec le circuit 1. Si on compare notamment le circuit est capable de faire toute il est capable de couvrir toute la plage fréquence de 3,10 GHz. Il est capable d'avoir injection secondaire de 30
à 31,8 dB, c'est qu'il est bien proche par rapport à l'énergie d'injection et bien de là. Et aussi, il est capable de couvrir tous les 26 canaux du standard 3.15.4 et 15.6. Donc, les méthodes proposées, il s'agit de meilleures solutions en termes de plage concentrale et quantité des canaux SADC, avec une excellente injection secondaire grâce à leur linéaire symétrique associée à la compensation de l'analité de la commande du VCA, du gain VCA. Maintenant, je vous présente le deuxième circuit qui présente la mise en forme d'enveloppe. Il y a le même objectif du premier circuit, sauf que maintenant, on va exploiter un enveloppe non finalement échantillonné, enveloppe de 8 paliers avec un palier ciblé de 100 700 picosecondes, qui vient de l'étude des enveloppes échantillonnées bloquées. Un circuit qui est capable d'obtenir un cible étrange et allumé suffisamment rapide. Donc, je vous présente la liberté. On va jouer avec la durée de chaque palier et aussi bien la fréquence centrale. Donc, je vous présente le deuxième structure. C'est un structure que ça fait une extinction du premier circuit, sauf que le VCA est remplacé par DCA. Et le DCA s'agit d'un modificateur à contrôler numériquement qui permet de moduler le flux d'oscillation de sorte selon les mots binaires qui sont appliqués au niveau du gain. Donc ici, on va utiliser 4 bits pour contrôler les niveaux de tension de la ligne sortie du DCA. Et ces mots binaires sont fournis par des blocs de AF. Donc le premier bloc, c'est le mémoire, qui permet de faire le stockage de mots binaires qui vont contrôler la valeur de l'état de chaque fois montant la ligne d'état contrôlée numériquement, la DCDL, qui va faire le cadencement de voies de mots binaires au DCA de chaque durée du échantillon, où la durée d'un échantillon correspond bien à la durée d'un palier. Et le mot binaire 8 bits qui vient de la mémoire va contrôler l'état d'un cellule à état. Et un mot binaire, vous pouvez regarder bien, le décontrôle en plus élevé, il va entraîner un charge capacitive plus élevé, ce qui va entraîner un état plus élevé. Et à partir de toutes les enveloppes que je viens de bloquer, on fixe un cahier de charge de 100-700 picosecondes. Pour les canaux larges, on vise de 100 à 300 picosecondes. De l'autre côté, du canal plus court, on vise de 300 à 700 picosecondes. Maintenant, je présente le dernier bloc, c'est le premier de front, qui permet de générer des mots binaires appliqués au DCA à partir du front préparé fourni par DCDL. Donc, le premier front s'agit de bascule RS suivi par un buffer qui, à la fin, vont générer ces cassino-là qui vont contrôler les gains du DCA. Maintenant, je présente le layout global avec les 6 blocs. Donc, là, la mémoire d'un côté, la DCL, mise de front, DCO, tâche buffer, DCA, avec une surface de 0,66 mm². Toujours la mise de fin de boîtier arrêtée à FM40. Donc, ça égale 43, évidemment. Je vous présente les étapes de mesure du cycle avec le DCA. Au lieu d'utiliser un WG, on va utiliser un chiffre d'horloge. C'est un horloge qui va cadencer le voie des impulsions dans notre circuit. Et pour les PCB, on a un PCB plus grand ou toujours les signaux plus petits. On a mis des lignes possibles 50 ans. Et pour piloter le mot binaire, on va utiliser un TEM32, une 732, qui va envoyer des mots binaires vers la mémoire à l'aide de moteur de shifter. Parce que comme la sortie de ST32 c'est 3.3 volts, il faut convertir
réserve neutre correspond bien à la façon d'élévation de la puce. Maintenant, je vous présente les résultats des mesures en comparaison avec le BLS. Tout d'abord, pour la fréquence d'oscillation, on a mesuré des fréquences en fréquence jusqu'à 8,7 GHz, ce qui est plus faible par rapport au premier circuit. Et après, on a ce graphe qui est la dynamique sortie par rapport à la fréquence du VCO. On a toujours une dynamique qui est plus faible quand on monte de fréquence et des signaux mesurés sont plus faibles par rapport à celui qui est obtenu en PLS. Le graphe à droite, c'est la durée moyenne de CDL. On met tous les mots binaires pour toutes les cellules arrêtables de CDL en fonction de mots binaires de contrôle. On vise 600-700 picosecondes, mais en mesure, on a une plage plus courte, une plage qui va de 120 à 170 picosecondes. Donc l'émetteur est plus adressé des canaux larges. Par contre, il peut trouver difficulté d'adresser à des canaux courts, car les circuits, surtout les DCL, ils sont très rapides. Maintenant, je vous présente les exemples de cette oscillation, mais maintenant avec un mouvement échantillonné avec pic palier. Donc maintenant, c'est des écarts plus larges, avec deux exemples d'impulsion des 4 et 30 secondes qui font 8. Vous voyez bien cette fois l'impulsion que cette impulsion rentre bien dans la masse croiseuse. Et il faut souligner que les impulsions plus courtes sont les plus difficiles à faire. Ces impulsions présentent l'injection et leur secondaire de 23,6 dB pour une puissance consommée en veille de 273 microwatts. La monte de la puissance en veille vient notamment de l'ajout des circuits de mise en forme, qui sont des circuits numériques avec beaucoup de transisteurs et beaucoup de condensateurs. Et pour une fréquence de impulsion de 115 MHz, on a de 34 à 40 milliwatts. Ensuite, on passe de canaux courts, de 490 secondes, pour l'exemple, avec la même durée, un peu plus. Et on voit dans le graphe en bas que cet émetteur est potentiel à adresser toute la marge, potentiel de cette marge croiseuse. Malgré la limitation en termes de l'impulsion, il présente une injection de 26,4 dB, ce qui est capable de respecter les niveaux minimaux requis. Je rappelle, il faut 18 dB et 20 dB pour moi. Et pour une puissance consommée de 115 MHz de PRF, en consommation de 34 à 41 milliwatts. Maintenant, je vous propose les tableaux, les derniers tableaux là, avec les 5 tableaux là, en comparaison avec le circuit 1 et avec le circuit 2. Le circuit 2 présente un bon plage de fréquence jusqu'à 8,7 GHz. Il arrive à adresser des canaux plus larges. C'est des canaux qui sont plus difficiles à adresser parce que les options plus courtes sont plus difficiles à générer. Avec une injection secondaire de 26,7 dB, c'est qu'il y a une bonne injection. Mais il présente un bon plage de fréquence, mais comme il y a une durée d'impulsion limitée, ça va entraîner une quantité plus faible de canaux qu'on va adresser, malgré la bonne plage de fréquence centrale atteignable. Maintenant, je vous propose la conclusion. On a vu que la mise en forme des impulsions au calage bond est importante pour respecter des marges d'émission à fréquence, parce
SCC établit des masses